Mesdames et messieurs, 3,6% des femmes enceintes sont atteintes du VIH-Sida et peuvent transmettre probablement leur enfant ce virus. Alors, peut-on tomber enceinte lorsqu'on est atteint du VIH-Sida? Comment faire pour ne pas que votre enfant tombe malade tout le temps? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le docteur Djabatou Angelis, que je salue et remercie d'être venu dans cette émission. Alors, docteur, c'est pour la seconde fois que nous vous invitons. Cette fois-ci, nous allons parler de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. D'abord, on nous parlait de la prévention. Maintenant, on nous parle de l'élimination. Quelle est la différence? Merci pour la question que vous nous posez. Oui. Il faut savoir que la prévention, c'est juste des mesures qu'on prend pour éviter qu'il y ait une transmission du virus de la mère à l'enfant, dans le cas de l'ETME. Oui. Mais l'élimination, c'est, on s'est dit que si la prévention est bien conduite et qu'elle arrive à faire que dans un pays ou dans une zone géographique, qu'il n'y ait plus de transmission du VIH de la mère vers l'enfant, dans ce qu'on appelle de l'incidence, donc de nouvelles maladies qui apparaissent, alors on peut parler d'élimination. Donc la prévention, c'est les mesures qu'on prend pour protéger, mais lorsque cette protection va jusqu'à faire qu'il n'y ait plus de nouvelles infections chez les personnes qu'on veut protéger dans une zone donnée, on peut parler maintenant d'élimination. En quoi consiste exactement cette élimination? Comment ça se fait, la prise en charge de la femme enceinte? Oui, vous savez que c'est des choses qui sont codifiées. Et chez nous, au pays, ça commence d'abord par aller à la consultation prénatale. Oui. Une fois la consultation prénatale, des dispositions sont prises pour conseiller les femmes afin qu'elles puissent accepter de faire le test. Si elles ont fait le test et qu'elles sont positives, on leur donne des médicaments pour que le virus soit réduit vraiment de manière efficace dans le sang. La consultation dans un centre de santé intégré. Voilà, dans un centre de santé. Oui. Même si ce n'est pas intégré, mais dans un centre de santé. Oui. Alors à partir de ce moment-là, on vous donne des médicaments qui réduisent le virus dans le sang et donc ça réduit la proportion ou la chance ou la malchance même, je dirais, de transmettre le virus à l'enfant. Généralement, les femmes attendent les 5 mois ou 4 mois pour aller commencer la consultation. Est-ce que ça peut apporter atteinte à la vie de l'enfant? Évidemment, le plus tôt serait toujours le mieux. Donc dès qu'une femme se sent enceinte, ce serait toujours bien de se présenter dans un centre de santé. Mais c'est vrai que les statistiques montrent que c'est beaucoup plus vers le dernier trimestre de la grossesse que les risques de transmission sont les plus élevés, et pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Mais n'empêche, comme on parle de risque, il faut réduire le risque en commençant le plus tôt possible la consultation et surtout en acceptant de se faire dépister une fois qu'on vous l'a proposé. Même si on ne vous l'a pas proposé, je pense que par souci de l'enfant, il faut demander cela. Beaucoup de femmes ont honte et d'autres professionnels de santé disent que les sages-femmes travaillent dans des conditions très précaires. Parfois dans une même salle, on voit 3 à 4 sages-femmes. Ce n'est pas facile pour la femme enceinte de se confier lorsqu'il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est-à-dire que on peut prendre cet alibi que bon, j'ai honte de ceci, de cela. Oui. Mais je pense que lorsque vous allez avoir un enfant malade, vous n'aurez plus à le cacher. Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que l'enfant malade va amener d'hôpital en hôpital, on va finir par dépister que l'enfant est malade, il a le VIH, oui. Et vous serez toujours d'une manière ou d'une autre responsable, rattrapé. Donc il vaut mieux prévenir, et puis pour vous-même. C'est toujours bien d'avoir un enfant sain que de porter 9 mois et d'avoir un enfant qui va être malade. Donc, dans l'expérience que j'ai, les femmes sont assez consciencieuses. Quand elles connaissent l'impact que ça peut avoir, généralement elles acceptent. Malheureusement, certaines ont peur seulement du mari parce que le mari peut la répudier. Comment annoncer qu'on est atteint du VIH-Sida à son mari? Il y a toute une démarche que les professionnels de santé ont parce qu'ils ont été formés. Oui. Mais je pense qu'un couple qui est uni, où il y a l'amour, où les gens partagent. Pas unis dans nos pays. Ah, mais ça c'est vous qui le dites, là. Ça, aucune étude qui peut me le prouver. Mais je pense que les gens s'unissent, que se choisissent, c'est parce qu'il y a l'amour. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait dialogue dans le foyer. Et de toutes les façons, qui a dit que c'est la femme qui a amené ça? Qui ne dit pas que ce n'est pas la femme qui a pris? Et le monsieur. Voilà. Donc on ne peut pas s'accuser mutuellement. Il faut voir l'intérêt de l'enfant et je pense que c'est ce qui est prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme enceinte peut encore mourir du VIH-Sida?
En principe, on ne devrait plus mourir du VIH. Ça, je suis vraiment obligé. On ne devrait plus, pourvu qu'on prenne les précautions, qu'on connaisse son statut à temps, qu'on suive le traitement correctement et qu'on se confie à des personnes de santé formées. Logiquement, on ne devrait plus mourir du VIH. Vous avez participé à plusieurs forums sur l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Quelle était la pertinence de ces forums, docteur? Oui, vous savez, c'est toujours bien de partager des expériences et de voir ce qui est réussi, ce qui n'est pas réussi, de tirer les leçons. L'essentiel, c'est surtout de tirer des leçons positives et ensuite de les appliquer. Donc c'est dans ce sens que nous avons participé à des conférences, à des séminaires internationaux où il a été souvent question de la PTME et de l'ETME. Et voilà, on a partagé notre expérience et aussi on a reçu aussi les expériences des autres. Mais on a l'impression qu'en Afrique subsaharienne, on organise beaucoup de conférences sur le VIH-Sida et les choses avancent, mais très en ralenti. De toutes les façons, que ça avance au ralenti, non, c'est là qu'on avance, certes. Mais le plus tôt serait le mieux. Et je pense que si vous lisez les rapports, même de l'ONU-SIDA, les rapports montrent que les tendances sont bonnes, les gens évoluent. Peut-être pas comme on le souhaitait, mais on évolue favorablement. Et d'ailleurs, on se fixe de nouvelles échéances pour qu'on aille vraiment à l'élimination du VIH. Comment se fait la prise en charge? Ça, c'est une question très technique. Pour le commun des mortels, ça n'aurait aucun sens. Mais je pense qu'il faut se confier à du personnel formé. Et de plus en plus, on va en former, y compris dans les centres de santé de premier niveau, pour que les patients trouvent les médicaments et les conditions à proximité de là où ils habitent. Et quelles sont les statistiques aujourd'hui dans notre pays dans le cadre de l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant? Les statistiques, je pense que vous en avez déjà donné quelques-unes à l'entrée de l'émission. Vous savez que le VIH aujourd'hui, en termes de prévalence, nous sommes à 3,2. Ça, c'est ce qui est fait, alors qu'on était à 4,1. Donc, c'est pour dire qu'on évolue. Maintenant, il faut savoir aussi qu'en termes de couverture géographique, on est quand même passé de 2 centres dans les années 2002-2004 et aujourd'hui, on est pratiquement à 245 structures qui ont intégré au moins le côté dépistage, sans compter au moins 64 hôpitaux qui donnent les ARV chez les femmes ou les médicaments chez les femmes. Et aujourd'hui, avec les expériences partagées dans le monde entier, nous pensons que même au centre de santé intégré, on doit donner les médicaments pour permettre aux gens d'avoir le médicament à côté. Et c'est ce que nous avons inclus dans notre plan de cette année, parce que nous voulons arriver de 245 à 500 nouvelles structures cette année pour couvrir tout le pays. Est-ce que les centres médicaux que nous voyons ici travaillent en collaboration avec l'hôpital universitaire de Brazzaville? Le centre hospitalier universitaire. Dans le cadre de l'élimination de la transmission. Dans la perspective santé publique, je pense que ce n'est pas nécessairement un lien qui est obligatoire. C'est-à-dire que maintenant, nous parlons plus désormais d'un paquet de services qu'il faut mettre au niveau du centre de santé intégré à côté du patient et de la population. Oui. À partir de ce moment-là, l'université ou le centre hospitalier sera pris comme pôle d'excellence juste pour les questions de supervision, renforcer ce personnel-là dans la bonne prise en charge. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, pour garantir sa santé, il faut aller dans le centre de santé intégré pour la prise en charge et pour le dépistage. Oui, évidemment, il faut. Pour le moment, c'est vrai que la stratégie avant, c'était qu'on dépistait au centre de santé, oui, et puis on envoyait à l'hôpital. Oui. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de déperdition entre les deux structures. C'est pour ça qu'au niveau international, on parle de plus en plus de délégation des tâches. Oui. Donc ce que le médecin faisait, il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau plus bas qui le fasse, mais sous la supervision du médecin. Oui. Donc c'est comme ça, dans cette optique que nous allons travailler cette année, et le processus est déjà lancé. Il y a certains Congolais qui pensent que lorsque un homme ou une femme a un bébé de 6 mois, c'est impossible que cette personne soit atteinte du VIH-Sida. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, parce qu'on peut avoir l'apparence de la bonne santé, mais en réalité, il y a une maladie qui vous ronge petit à petit et vous ne vous rendrez compte que plus tard. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui passe, vous ne pouvez pas savoir s'il est hypertendu. Mais il faut un tensiomètre pour savoir qu'il est hypertendu. C'est la même chose pour le VIH. Il faut faire le test.
si vous ne faites pas le test, vous pouvez être rattrapé plus tard par une maladie qui a suffisamment pris le dessus sur votre corps et pour lequel il sera difficile de vous rattraper lorsqu'il s'agira de vous traiter. Comment fait-on pour les femmes qui sont enceintes dans des localités, dans des petites localités surtout, qui n'ont pas parfois accès au centre de santé intégré? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que le chef de l'État, avec ses collaborateurs, ils ont décidé davantage de renforcer la couverture. D'ailleurs, vous avez appris qu'on va construire des hôpitaux généraux dans tous les départements. Et ce n'est pas seulement les hôpitaux généraux, il y aura les centres de santé intégrés et les hôpitaux de base. Donc, c'est une manière de couvrir le pays suffisamment. Mais comme on n'a pas construit Rome en un seul jour, comme on le dit, ça prend quand même du temps. Et évidemment, les choses vont s'accélérer maintenant. Et donc, pour cela, nous ne pouvons intégrer que lorsque le minimum est disponible. C'est pour ça que nous avons au moins 500 structures qui sont disponibles, qui peuvent permettre de couvrir le pays. Au-delà de cela, nous allons faire ce qu'on appelle les stratégies avancées, c'est-à-dire le personnel sort de l'hôpital ou du centre de santé pour aller dans la communauté. Donc tout ça, c'est pour pouvoir mieux couvrir le pays en attendant que toutes ces structures prévues par l'autorité soient disponibilisées pour couvrir les zones aussi les plus reculées. Il y a des gens qui pensent que lorsque vous êtes atteint du VIH/SIDA, c'est la fin du monde, on ne peut plus avoir des enfants, on ne peut plus être heureux dans un couple. Qu'en pensez-vous? Bon, moi j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le VIH et le SIDA vont passer de plus en plus vers des maladies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète. À partir de ce moment-là, les gens vont vivre normalement. D'ailleurs, vous avez le témoignage des gens qui sont malades depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, qui sont en bonne santé qu'on voit. Donc, qui ont même des enfants et des enfants sains. Donc, c'est pour simplement dire qu'il ne faut pas être fataliste. Ceux qui pensent comme ça se trompent. Au contraire, en pensant comme ça, on risque de ne pas faire le pas qui consiste à connaître son statut et à bénéficier des traitements rendus gratuits par le chef de l'État et les examens biologiques rendus gratuits par le chef de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, si vous ne bénéficiez pas de ça, ce sera tôt ou tard, la maladie va vous rattraper et puis ce sera peut-être difficile de vous rattraper. Quel est le plan d'action du programme national de lutte contre le sida dans le cadre de la prévention, de l'élimination de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant? Il me serait peut-être difficile de vous parler du plan d'action parce que c'est une série d'activités qui s'étalent sur toute l'année. Et bon, je parlerai plutôt de la stratégie. Comment est-ce que nous voulons agir? Comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec ce qu'on appelle un paquet de services. Ce paquet de services comporte tout ce qui est prévention et tout ce qui est prise en charge. Et ce paquet de services va être déroulé dans une entité géographique que nous appelons l'aire de santé. Donc, si nous couvrons toutes les aires de santé du paquet qui va du préservatif, la sensibilisation, le dépistage, le traitement sur place dans le centre de santé, sous la supervision d'un œil plus aguerri, à partir de ce moment-là, nous pensons qu'on peut couvrir facilement et permettre à tous les Congolais, quel que soit là où ils sont, de bénéficier de Quelle est la meilleure façon de ne pas emmener la maladie chez vous à la maison? Est-ce que c'est la fidélité, c'est l'abstinence ou c'est le préservatif? Bon, évidemment, vous connaissez l'ABC, ce qu'on appelle ABC en anglais, de la lutte contre le VIH/SIDA, c'est-à-dire la fidélité, certains qui choisissent d'être fidèles, à l'époux séronégatif. Si les deux sont séropositifs aussi, il n'y a pas de problème, c'est ce que vous avez les cas ici. Vous avez l'abstinence pour ceux qui pensent aussi qu'ils peuvent s'abstenir jusqu'à connaître le statut d'un partenaire séronégatif et soit séronégatif quand son mari. Il y a des gens qui choisissent aussi le préservatif. Donc chaque rapport occasionnel, on utilise le préservatif pour se protéger. Donc voilà les moyens qui sont mis à notre disposition. Mais quel est le meilleur moyen selon vous? Il est difficile de donner le meilleur moyen, ça dépend de la subtilité de chacun et surtout de la subjectivité de chacun. Donc, à ce moment-là, on vous donne le choix. Vous n'allez pas dire peut-être à un religieux convaincu que bon, voilà, il faut utiliser le préservatif. Il va dire non, moi je suis fidèle à ma femme, c'est déjà bien. Un jeune qui est élevé encore dans la chasteté, il va se dire, on va lui dire bon, garde encore ta chasteté le plus longtemps jusqu'à ce que tu retrouves un partenaire non séropositif avec qui tu peux te marier. Donc voilà, donc en fait, il faut laisser les gens la possibilité de choisir. Préservatif, certains jeunes pensent que le préservatif Ami 3 n'est pas très efficace. Ça lâche, ça a été dit comme ça.
au cours des rapports sexuels que vous prenez? Bon, vous savez, les préservatifs sont faits d'une manière standard et que ce sont ces mêmes préservatifs qui sont emballés sous le label Ami 3. Donc ce n'est pas différent de ce qui... Ce sont les mêmes préservatifs, c'est seulement qu'on a mis ça dans un emballage qu'on appelait Ami 3. Donc il n'y a pas un préservatif spécial qui a été fabriqué qui s'appelle Ami 3. Ce sont les mêmes préservatifs, mais les emballés par 3. Mais on remarque quand même que lorsqu'on utilise Ami 3, ce n'est pas, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas très efficace. Disons ça comme ça. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? Ça réduit les sensations, mais comme je dis, c'est le même préservatif, simplement, je pense que ce sont des subjectivités individuelles. En réalité, ce sont les mêmes préservatifs qui sont venus et qu'on a mis sous un label. Mais Ami 3 se déchire alors que les autres préservatifs qu'on achète dans des pharmacies ne se déchirent pas. Je ne sais pas s'il y a eu une enquête qui a fait... Mais il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont plaints. Par exemple, la dernière fois, lorsque nous vous avons reçu à l'émission, beaucoup de jeunes appelaient pour dire que Ami 3 lâche de temps en temps. Nous avons une ligne gratuite qu'on appelle le 06 950 50 50. Et je demande à tous ceux qui pensent qu'il y a un problème, chaque fois qu'ils ont un problème, qu'ils appellent là-bas et on va faire les statistiques et on verra s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais en réalité, comme je l'ai dit, c'est le même préservatif qu'on a emballé simplement sous le label Ami 3. Alors, docteur, il nous reste une dizaine de minutes pour parler encore de l'ETME, de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. À qui doit-on s'adresser lorsque une femme enceinte se sent, si elle constate qu'elle a des symptômes d'une personne atteinte du VIH/SIDA? À qui elle doit s'adresser? Oui. Comme toute pathologie ou toute maladie ou tout malaise, quand on ne se sent pas bien, il faut aller au centre de santé le plus proche. C'est le seul conseil que je peux donner. Et à partir de là, tout va se dérouler. Si les gens qui sont dans ce centre où le personnel n'est pas compétent, ils vont vous référer à un niveau supérieur et c'est comme ça à la chaîne. Mais je pense qu'il ne faut pas rester à la maison. Donc le programme national de lutte contre le sida, dans le cadre de la communication qui ne se fait pas, surtout on remarque que depuis les ARV, depuis la personne des ARV, on a quand même baissé en termes de communication. On ne communique plus avant, on n'a plus des images très choquantes comme avant. Oui, bon, vous savez, comme je l'ai dit tantôt dans une des émissions, je ne sais pas si c'est avec vous, qu'à un moment, le programme était limité à l'hôpital et au centre de santé. Nous avons décidé, pour les questions de morale, pour les questions de patriotisme, pour les questions d'humanisme et d'humanitaire, de pouvoir désormais nous impliquer aussi de la prévention. Et ce serait bien parce que ça permettra de compléter les autres institutions qui le font et on va mettre une synergie autour. Et comme je l'ai dit, nous allons peut-être utiliser d'autres stratégies comme autour de l'aire de santé. Donc la communauté qui est autour de l'aire de santé, toute cette communauté doit être informée et doit être encouragée à connaître son statut. C'est comme ça que nous allons travailler les ONG et circonscrire l'action dans les aires de santé. Docteur, dans certains villages, dans certains petits villages, ça ne se fait plus souvent, mais souvent lorsque le mari meurt, on prend la femme et on donne au petit frère ou encore au neveu. Est-ce que cela n'augmente pas les risques de tomber malade? Bon, vous savez, moi j'ai fait la santé publique. Ce que j'avais appris, il faut faire la santé publique dans son contexte. Les philosophies qui ont amené les gens à décider que tel qui a perdu son mari était sur des fondements sociaux qui étaient très pertinents. Bon, maintenant le problème c'est quoi? Est-ce qu'on va dire aux gens non, il ne faut plus faire ça? Peut-être ils vont nous rejeter et nous, et notre lutte contre le sida, s'ils sont convaincus que c'est ça qui est bon. Mais je pense que le plus important message, c'est de dire d'abord, vous ne savez pas de quoi il est mort. À ce moment-là, connaissez d'abord le statut sérologique de la personne avant de pouvoir appliquer les coutumes. Le message, c'est qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Avant de récupérer la femme de votre frère, vous devrez d'abord connaître son statut sérologique et le vôtre aussi, pourquoi pas. Maintenant, la question, est-ce qu'on doit prendre la femme ou non, moi ça je suis très mal placé pour débattre. Et moi je lutte contre le sida, c'est ce que je donnerais comme conseil. Docteur, dans les années 80, la population autochtone n'était pas touchée par l'infection du VIH/SIDA.
maintenant, on constate que du fait que les Bantous et les femmes autochtones vont ensemble, il y a le VIH-Sida. Comment faites-vous pour toucher cette population qui est minoritaire? Oui, il faut savoir que, étant donné que la scolarisation est aussi suffisamment rentrée dans ce milieu, on avait repéré des leaders qui ont été formés comme des pères et des éducateurs, et c'est des gens qui travaillent très bien dans le contexte global de la réponse nationale avec le CNLS, avec les UDLS, avec les DDS, et de plus en plus ça se passe très bien et nous avons des appuis. Est-ce que c'est facile? Oui. J'en profite pour aussi dire que nous avons des appuis substantiels de l'UNICEF qui a un souci particulier aussi pour cette population et qui appuie le programme dans les projets de lutte contre le sida dans les populations vulnérables comme les peuples autochtones, et ça se passe bien. Est-ce que c'est facile de convaincre une femme autochtone qui a ses traditions et sait que je dois prendre tel truc, tel fétiche ou tel truc pour garder mon enfant en bonne santé, d'aller se faire dépister et de mettre au monde son enfant à l'hôpital? Comme je l'ai dit, moi j'ai appris la santé publique, il faut l'appliquer dans le contexte. C'est pour ça que pour respecter ce contexte, nous avons choisi les pères éducateurs, c'est-à-dire que ce sont les peuples autochtones qui ont été formés et qui, connaissant le contexte, font passer des messages adaptés et qui amènent les peuples autochtones à venir au centre de santé pour se faire dépister. Et ça se passe plutôt bien. C'est comme je le disais, il faut savoir respecter le contexte. Sinon, et vous et votre message, on vous fout dehors. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant? Les objectifs que nous sommes donnés, c'est qu'au moins, il faut qu'on arrive à ce que toute femme congolaise ou femme qui habite au Congo connaisse son statut. Ça, c'est déjà un élément, c'est un défi que nous sommes fixés. Ensuite, que toute femme séropositive dépistée parmi les femmes congolaises ou étrangères vivant au Congo puisse bénéficier de son traitement pour pouvoir protéger l'enfant. Et que chaque enfant qui naît d'une femme séropositive bénéficie aussi de sa prise en charge pendant les délais qui sont requis pour que l'enfant soit protégé. Donc ça, ce sont les ambitions que nous sommes fixées. Et comme je l'ai dit, nous avons de plus en plus de l'appui de nos autorités du département. Je remercie d'ailleurs le ministre de la Santé et toute son équipe qui nous accompagne pour qu'on puisse jouer pleinement ce rôle. Docteur Diabatou, nous sommes presque à la fin de notre émission. Avez-vous un message à l'endroit de toute la population congolaise qui vous ont suivi cet après-midi, ce soir? Je commencerai d'abord par remercier le chef de l'État, parce que vous savez que d'abord la paix que nous avons nous permet de travailler, et l'appui politique que nous avons dans le cadre de la lutte contre le sida du chef de l'État et du gouvernement. C'est ça qui nous permet d'avoir des projets ambitieux, parce que nous savons que nous avons cet appui. Donc, je remercie l'autorité publique, le chef de l'État, son gouvernement, le ministre de la Santé, en tant qu'administrateur, en tant que politique, en train de poser des actes très pertinents pour qu'on puisse faire décoller la lutte contre le sida. Et au-delà de cela, je veux remercier la population congolaise qui répond très favorablement. Vous allez voir, chaque fois qu'on fait sortir l'unité de dépistage mobile, il y a beaucoup de gens autour, les gens veulent connaître leur statut. Donc je veux encourager la population à continuer dans cet élan pour bénéficier de la gratuité décrétée par le chef de l'État. Et puis encourager les maris, parce que très souvent il y a des femmes qui aimeraient bien protéger l'enfant, mais qui sont obligés de prendre peut-être les médicaments en cachette parce que les hommes, ils accusent les femmes, que c'est voilà, tu as le sida, tu as eu, alors qu'on ne sait pas qui a amené le sida. Et donc, si c'est comme ça, si les femmes ont peur de se faire dépister à cause de vous, à cause de nous les hommes, eh bien nos enfants, nos propres enfants, vont peut-être être séropositifs parce que madame a eu peur. Et donc j'encourage les hommes vraiment à avoir des dialogues francs, doux, sincères, pour que ça ne soit pas un problème de qui a donné à qui, quel est l'intérêt de l'enfant, et mettons-nous ensemble pour protéger notre enfant. Parce que ce serait mauvais et méchant que nos problèmes à nous puissent dépendre de l'enfant que nous avons tellement voulu et qui est venu innocemment dans notre vie. Donc encourager les papas à aider les mamans, à les accompagner, à les comprendre et à les encourager au dépistage. Et nous-mêmes aussi, les hommes, de faire nos dépistages. Docteur Angélique Diabatou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, un mot répété 1000 fois vaut mieux que 1000 phrases. J'espère que vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention et nous vous retrouvons la semaine prochaine.